La vente des armes conventionnelles est en augmentation depuis 5 ans dans le monde. Armement conventionnel, cela veut dire la plupart des équipements militaires classiques. Avions, véhicules blindés, systèmes de radar, navires, plus les armes légères, comme les fusils, les mitraillettes ou même les missiles portables. Eh bien, l'étude des circuits commerciaux de ces armes donne une part de la géographie des conflits d'aujourd'hui. Regardez cette courbe. Elle est établie par le CIPRI, un institut de recherche basé à Stockholm, et elle représente les ventes déclarées d'armes conventionnelles dans le monde depuis 1987. On constate d'abord une baisse des ventes d'armes jusqu'au milieu des années 90. C'est la conséquence de la fin de la guerre froide. Pendant cette période, la logique était d'abord stratégique et chaque superpuissance livrait des armes à ses alliés. Les États-Unis fournissaient en armes le Japon, la Corée du Sud, Israël, le Pakistan, entre autres. Et l'URSS fournissait la RDA, la Pologne, l'Inde ou encore le Vietnam. Deuxième constat sur la courbe, les ventes d'armes repartent à la hausse depuis le début des années 2000. Les clients se déterminent davantage maintenant en fonction de leur solvabilité et beaucoup moins en fonction de logiques stratégiques. Qui domine ce marché des armes ? Pour le CIPRI, les principaux pays fournisseurs d'armes conventionnelles sur la période 2000-2006 sont les États-Unis avec 32% des ventes d'armes dans le monde, la Russie, 27% du total mondial, suivi par l'Allemagne et la France qui sont au coude à coude pour les ventes. Viennent ensuite le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède et la Chine. À partir de là, deux constats. Très peu de pays concentrent cette offre, et parmi les plus gros fournisseurs figurent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France et Chine. Maintenant, qui achète ? Eh bien, avant tout, la Chine et l'Inde, qui achètent surtout des armes russes. Ces deux États contribuent pour une bonne part au bond de 56% des achats légaux d'armes dans le monde depuis 2002. Et puis les grands acquéreurs d'équipements militaires conventionnels sont évidemment situés dans les zones géopolitiquement sensibles. La Corée du Sud, qui est voisine de la Corée du Nord et de la Chine, la Grèce et la Turquie, qui entretiennent un contentieux sur Chypre, mais qui se trouvent aussi près de la région des Balkans et de la région du Moyen-Orient. Alors faisons justement un arrêt sur cette région du Moyen-Orient car elle concentre de nombreux conflits. Guerre Iran-Irak entre 80 et 88, guerre du Golfe en 91, intervention américaine contre l'Irak en 2003, conflit israélo-palestinien, guerre entre Israël et le Liban, ou plutôt le Hezbollah en 2006, intervention au Kurdistan. Il y a donc plusieurs guerres ouvertes dans cette région qui en plus abrite les 2/3 de ressources en pétrole au monde, ce qui offre aux États concernés une capacité financière considérable. Les Émirats arabes unis sont le 3e acheteur mondial d'armes conventionnelles depuis 2000. L'Arabie saoudite est le 2e pays au monde en dépenses d'armement par habitant. Et pourtant, cela ne lui confère pas un statut de puissance, car elle a dû faire appel aux États-Unis en 1991 pour contrer les armées de Saddam Hussein entrant au Koweït et menaçant le royaume. Bien, le problème, c'est que ces chiffres ne reflètent qu'une part de la réalité, car ils ne prennent en compte que le commerce déclaré par les États. Or, il existe toute une partie du commerce qui est illégale, c'est-à-dire les trafics d'armes, et qui concerne surtout les armes légères, kalachnikov, fusils, missiles portables, soit toutes les armes qu'un individu seul peut porter. Songez qu'il y aurait aujourd'hui quelques 900 millions d'armes légères circulant dans le monde. Mais ces armes proviennent surtout de stocks existants. En Russie, Biélorussie, Ukraine, Bulgarie, ces pays étaient dotés de grosses quantités d'armements devenus inutiles au sortir de la guerre froide et ils donnent lieu depuis à d'importants trafics. D'autres armes viennent des Balkans, qui ont connu plusieurs guerres dans la décennie 90, et certains pays comme la Chine, l'Égypte, mais aussi l'Allemagne et la Belgique ont été identifiés comme source pour les trafiquants d'armes. Toutes ces armes sont ensuite vendues dans des régions en crise que l'on identifie justement là, sur ce planisphère. On y repère les quelques 49 conflits majeurs répertoriés par l'ONU au cours des années 90.
Et à l'exception de la guerre du Golfe en 1991, presque tous ces conflits ont été menés avec des armes légères comme principal moyen de combattre, c'est-à-dire de tuer. Regardons le cas du continent africain. Les trafics d'armes s'y sont multipliés depuis les années 90 pour plusieurs raisons. Durant les années de guerre froide, certains pays ont stocké d'importantes quantités d'armes livrées par l'URSS ou par les États-Unis. C'est le cas par exemple de la Somalie, où après la chute du dictateur Siad Barre en 1991, toutes ces armes sont passées dans les mains de clans somaliens qui s'affrontent aujourd'hui. Les nombreux conflits intra-étatiques qui ont éclaté depuis 20 ans ont comme renforcé l'effet de demande sur les trafics. Guerre au Rwanda en 1994, guerre civile au long des années 90 au Libéria et en Sierra Leone, financée par le trafic des diamants, guerre en République démocratique du Congo, qui a fait 4 millions de morts entre 1998 et 2003, 4 millions de morts sans la moindre arme de destruction massive. Et dans ce pays, les forces gouvernementales ont reçu des armes du Zimbabwe, de Namibie, d'Angola, tandis que les mouvements d'opposition étaient alimentés par l'Ouganda et le Rwanda. Aujourd'hui, les trafiquants d'armes s'intéressent au Soudan à cause de la guerre dans la province du Darfour. Donc on l'a compris, ces armes légères présentent de multiples avantages. Elles sont faciles à transporter, elles sont faciles à dissimuler, elles ont une longue durée de vie, elles ne coûtent que quelques centaines de dollars et la demande est très forte, d'où l'importance des trafics. Alors quelles sont les solutions pour réguler le commerce de ces armes conventionnelles? Eh bien assez peu. Les mesures prises semblent limitées. La Convention d'Ottawa, entrée en vigueur en 1999, interdit la production et la vente de mines antipersonnelles et impose leur destruction. Or, fin 2007, 40 pays n'avaient pas encore ratifié cette convention, dont les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. Et de plus, cette convention n'inclut pas ce qu'on appelle les bombes à sous-munitions, larguées notamment par les avions de l'OTAN au Kosovo, par les États-Unis en Irak ou par Israël au Sud-Liban en 2006. Autre exemple, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté, fin décembre 2005, une déclaration incitant les États à instaurer un traçage des armes de petit calibre pour limiter le commerce illicite de ces armes. L'ONU, l'Union européenne, les États-Unis imposent des embargos sur les armes à l'encontre de certains États. Par exemple, la Chine est sous embargo des États-Unis et de l'Union européenne depuis les massacres de Tiananmen en juin 1989. Pourtant, de nombreux pays, dont la France ou Israël, qui est pourtant un proche allié des États-Unis, ont procédé à des transferts d'armes ou de technologies vers la Chine. Et puis la Chine elle-même vend des armes à d'autres pays frappés d'embargo, comme la Birmanie ou le Soudan. Alors ces embargos servent-ils à quelque chose? Eh bien, sur la Chine, l'embargo actuel n'empêche absolument pas les violations répétées des droits de l'homme dans ce pays. Il faut savoir que chaque année dans le monde, 500 000 personnes meurent victimes d'armes légères, dont 300 000 dans le cadre des conflits armés et 200 000 dans un cadre privé. Plusieurs gouvernements occidentaux ont une attitude ambiguë. La France, par exemple, a sollicité les services logistiques du trafiquant Victor Bout en 1994 au moment du lancement de l'opération Turquoise. Les États-Unis, eux aussi, ont transporté des troupes en Irak jusqu'en 2004 en utilisant les sociétés appartenant à Victor Bout. Alors pour les grands producteurs, il faut se souvenir qu'une guerre, cela sert aussi à tester le fonctionnement des armes pour ensuite tenter de capter les marchés.